Bienvenue sur le podcast Les hypnologues éclairés. Je m'appelle Stéphanie Monroy, je suis hypnorelaxologue et formatrice en hypnose. Ce podcast s'adresse aux professionnels de l'hypnose. Tu pourras y écouter des enregistrements de réunions d'échange et des audios d'information. Tous les liens utiles se trouvent dans les descriptifs écrits qui accompagnent les différents épisodes. Je te souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler de la place des outils, de la technique dans notre accompagnement, dans ce qu'on propose. Ça vient d'un petit sujet de discussion qu'il y a eu dans le groupe Facebook où on a évoqué ça. Donc, à la base, pour rappeler un peu le contexte, je répondais à Séverine par rapport à une question qu'elle avait sur une expérience qu'elle avait vécue en séance. Et puis, j'ai reprécisé que moi, dans ma pratique, bon, bien sûr, je pratique l'hypnose, donc j'en parle, c'est présent, mais que je mets aussi en avant plein d'autres choses. Et on parlera, on verra chacun comment on voit les choses. Et que c'est pas que je minimise un peu le rôle de l'hypnose, non, mais en tout cas, je minimise, on va se dire, le fait que peut-être un consultant pourrait vivre comme difficile d'entrer en état d'hypnose, voilà. Donc je rassure beaucoup là-dessus parce que l'accompagnement ne repose pas que là-dessus. Et donc Isabelle disait bah oui, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui va faire notre spécificité? Parce qu'en fait, on est quand même des praticiens en hypnose. Comment on se différencie par rapport à des personnes qui utilisent d'autres techniques, d'autres outils? Et effectivement. Alors du coup, le but de cette réunion, c'était un petit peu de reposer un peu tout ça. Donc je vais commencer par, si vous voulez bien, juste exposer une ou deux petites choses pour clarifier un peu ce que j'entends par technique, outil. Bon, En- euh, nous, on utilise la technique. Enfin, quand je parle de technique, pour moi, je fais la différence entre d'abord des grands comment dire, grands pôles de prise en charge, par exemple, la psychothérapie pure, où là, voilà, on fait de la thérapie, il y a la parole qui est utilisée par le consultant. Et puis, par exemple, on pourrait penser à des accompagnements qui vont être basés sur le toucher, par exemple. Massage bien-être, shiatsu, soins énergétiques, voilà. Là, on a vraiment des grandes familles. Alors effectivement, si le consultant ne sait pas qu'on pratique du massage et que pour lui le toucher c'est compliqué, ça va poser un souci. Donc il vaut mieux qu'il soit averti. Et c'est pareil pour l'hypnose. Si on propose une séance d'hypnose, bon, que la personne s'y attend pas du tout, qu'elle n'est pas prête à ça, voilà. Donc là, on voit bien que bah oui, il faut quand même pour la personne qu'elle sache en gros là où elle met les pieds. Ça, bien sûr. Par ailleurs, quand on se crée une fiche Google, par exemple, eh ben, on va être obligé de venir sélectionner un domaine d'activité. On pourra en choisir des secondaires qui vont être ajoutés. Et la différence va être, accompagnant, ça n'existe pas, hein. Donc, soit ça va être psychologue. Pour l'hypnose, c'est service d'hypnothérapie, hein, c'est énoncé comme ça, on sélectionne ça. On pourra sélectionner massage, etc. Donc, de fait, dans Google, on va sortir sur des recherches où les gens vont chercher par la technique. Si nous, on ne s'est jamais positionné sur la technique, on ne nous trouvera pas. Là, dernièrement, j'ai eu des personnes qui sont venues parce que leur médecin, oui, oui, leur a conseillé de consulter un praticien en hypnose. Donc, les personnes, elles ont cherché et elles sont tombées sur ma fiche. Donc voilà, là, on peut se dire, bah oui, quand il y a une recherche pour la technique, il est quand même intéressant aussi qu'on ait posé notre technique. C'est aussi ce qui va nous différencier, comme le disait Isabelle, par rapport à quelqu'un qui fait de la psychologie. Voilà. OK. Donc ça, pas de souci. Mais je ne sais pas si certains ont vu passer euh, le post que j'ai mis où j'ai posé des questions à Émilie, qui est une psychologue clinicienne qui travaille à l'hôpital,
pour lui demander, elle, si elle considérait qu'elle utilisait des outils dans son accompagnement et si c'était le cas, lesquels. En fait, j'ai interrogé cette personne parce que c'est quelqu'un qui a un cursus universitaire, qui a fait de la psychologie, par le cursus, voilà, vraiment académique, elle travaille à l'hôpital, elle est dans l'institution et elle a des diplômes d'État. Donc est-ce qu'eux, ils considèrent qu'ils ont des outils? Elle a répondu, affirmativement en disant qu'elle pensait d'abord à des outils théoriques sur, lesquels ils s'appuyaient, donc tout ce qu'ils avaient pu apprendre. Et puis après, penser à des supports techniques, le matériel, les formations, les supervisions, les ateliers de travail, les réunions d'équipe. Elle a cité aussi des tests qu'ils peuvent utiliser. Elle est spécialisée enfants et ados, donc ils peuvent utiliser des tests psychométriques et projectifs. Et comme elle travaille au sein d'une institution, elle considère aussi l'institution comme des outils. Donc en fait, l'idée est de nous permettre aussi à nous de prendre conscience qu'on utilise plus d'outils que l'hypnose. Là, l'hypnose peut être considérée comme un outil, un outil technique pour nous. Mais la plupart du temps, ce que je peux observer pour les personnes que j'accompagne en formation, c'est que ce sont des personnes qui ont quand même le point commun de vouloir un petit peu rendre leur démarche plus globale. C'est-à-dire, je n'utilise pas juste des techniques, des protocoles que j'ai appris, j'accompagne une personne dans sa globalité, pas seulement pour une problématique et par exemple, addiction, tabac, je fais mon petit protocole, que j'ai appris, au revoir et ça, quelle que soit la personne. Parce qu'en fait, de fait, ce que remarquent, les personnes, c'est que, elles ont au début, elles pensent qu'elles manquent de protocole et que c'est ce qui fait qu'elles ont des difficultés à parfois savoir, comment je peux accompagner vraiment, comment je vais construire mes séances, qu'est-ce que je vais proposer et en fait, on a beau accumuler des protocoles, on se rend compte qu'il y a quand même toujours ce manque qui est là parce que ce qu'on peut vivre en tant qu'accompagnant, dans nos accompagnements, c'est que les problématiques qu'amènent les personnes sont souvent des symptômes d'éléments beaucoup plus vastes. Et donc, nous, on les voit, ces éléments plus vastes. La personne les amène. Et là, qu'est-ce qu'on fait du coup? Comment on peut permettre un accompagnement plus global? Donc, quand je disais, je mets pas l'accent à fond sur l'hypnose, en fait, l'idée, c'est que je vais aussi mettre en avant cette démarche plus globale. Mais parce que moi, c'est ma manière de travailler et c'est comme ça que j'ai envie de travailler. Et après, il y a rien de juste ou de pas juste. C'est juste ce qu'on veut faire. Comment on veut se positionner en tant qu'accompagnant. Et pour répondre à Isabelle, parce qu'Isabelle, elle peut pas être avec nous sur les réunions le midi, mais elle nous écoute toujours en replay. Comment on se différencie du coup d'un psychologue, par exemple, si on met pas en avant l'hypnose? Donc ça, tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu en parlant de la technique. Effectivement, on va le préciser parce que la personne, c'est important qu'elle sache vers quel type, de manière très générale, d'accompagnement elle va être accompagnée. Est-ce qu'elle va parler, on va rester là-dessus, ou est-ce qu'il va y avoir une dimension corporelle, etc. Ok, mais du coup, pour répondre aussi à sa question, j'en poserai une autre. Qu'est-ce qui va différencier un psychologue d'un autre psychologue? Et si on se pose en tant qu'hypno, ce qu'on fait d'ailleurs, qu'est-ce qui nous différencie ou nous distingue les uns des autres? La question se pose pour toutes les techniques, en fait, du coup. Qu'est-ce qui va faire notre particularité? Là, on voit bien que si notre particularité, c'est d'utiliser l'hypnose, oui, on va être dans une particularité qui concerne, je sais même pas combien on est hein, en France aujourd'hui, mais on est très, très, très nombreux à avoir cette particularité. Alors, est-ce qu'il y a besoin de se distinguer, hein, voilà, toujours vouloir en marketing, c'est beaucoup ça, hein.
C'est quoi ta différence? Te distinguer, alors, bon, est-ce que enfin moi je sais pas, je je cherche pas à me distinguer quoi, je cherche juste à être qui je suis, et de fait quand on est qui on est, ben, comme on est tous différents les uns des autres, on ne peut que se distinguer. Mais vraiment c'est poser, amener des choses pour, faire la différence et cetera. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je sais pas. Par contre, il est vrai qu'une personne qui veut se faire accompagner, ben, on peut se poser la question de, comment elle va se diriger, vers telle ou telle personne. Oui, la technique va avoir une importance, certains ont envie d'essayer l'hypnose ou certains n'ont pas envie d'entrer dans une psychothérapie, donc vont chercher autre chose. Et après, quand l'entonnoir va se rétrécir, bah, comment, on arrive jusqu'à nous? Qu'est-ce qui va faire que nous, la personne va avoir envie, de venir travailler avec nous? Et là, bah, ça va rejoindre aussi la communication, du coup. Et on va reparler de tout ça après. Et je vais juste terminer, peut-être, je sais même plus ce que j'avais noté, j'ai noté plein, plein de choses, mais juste pour finir, je pourrais juste dire que pour, permettre à la personne de bien comprendre, le cadre dans lequel on va travailler, ce que je peux lui proposer dans l'accompagnement, ma démarche, comment je travaille, bah, j'explique toujours que, bah, ma démarche est globale et que j'utilise différents outils. Ça, je le pose directement et qu'après, ben, on voit selon ses besoins, selon ses envies, ce qui est, pertinent ou juste pour elle, voilà. Mais c'est toujours posé. C'est pour ça que parce que je sais aussi qu'il y a des personnes en début d'activité qui disent: «Ah oui, les séances d'entretien, quand il y a pas d'hypnose, bah, moi je suis, mal à l'aise, parce que la personne elle me paye pour faire de l'hypnose, alors si je propose pas d'hypnose». Mais en fait, bah, ça c'est pareil, il y a rien de juste ou pas juste. C'est chacun, qui a la démarche qu'il veut adopter. Si pour vous c'est juste de systématiquement qu'il y ait une séance d'hypnose, c'est parfait comme ça. Mais de mon côté, ben, parfois, il y a pas le temps parce qu'en fait, il y a des entretiens qui peuvent être parfois un peu longs et ça ne me pose pas de souci qu'il y ait pas de séance d'hypnose parce qu'en fait, ça a été dit et précisé à la personne au début qu'on pouvait travailler comme ça. C'est-à-dire, bah, parfois, c'est des entretiens, il y a des séances d'hypnose, je propose des exercices aussi, je donne des exercices à la personne à faire en dehors. Ça, pour moi, c'est un outil, par exemple, que j'utilise. Dans les entretiens, l'écoute active, basé sur l'approche centrée, sur la personne de Carl Rogers, ben, pour moi, c'est un outil avec des leviers, thérapeutiques. Donc qui sont pour moi, aussi importants que le levier de la séance d'hypnose et en fait, ils sont complémentaires. C'est-à-dire qu'ils agissent à différents niveaux. C'est pour ça que je les trouve intéressants. Parce qu'il y a une complémentarité et qui me donne l'impression que voilà, ça rend les choses, globales. Hem, Puis voilà, chacun après, voit quels sont ses axes, par exemple, l'autonomie, que la personne puisse vraiment, gagner en autonomie ou regagner son autonomie, c'est quelque chose d'essentiel et ça se traduit par plein de choses qui vont, venir dans l'accompagnement. Donner des exercices, par exemple, ça va dans ce sens-là, parce que la personne s'en saisit ou pas. La personne est en mesure de les faire après en autonomie, une fois qu'elle sort de la séance ou pas. Si c'est pas possible, s'il y a des difficultés à se mettre aux exercices, qu'est-ce qui a fait frein? Et on voit ça ensemble. Donc après, le tout, c'est juste que l'idée, c'est que chacun puisse être aligné, en fait, avec ce qu'il propose et du coup, que les personnes, qui, viennent pour se faire accompagner, ben, soient sur la même longueur d'onde que nous, donc que tout le monde soit satisfait. J'ai aussi eu, des stagiaires qui me disaient et moi, j'ai des per et au début, c'est souvent comme ça que ça commence. J'ai des gens qui viennent, mais ils viennent qu'une fois ou 2 grand maximum. Puis après, ils reviennent plus. Ils se mettent pas dans une démarche un peu plus longue et conséquente d'accompagnement.
Mais en fait, ça va énormément dépendre de ce que nous, on va amener dans la manière dont on va présenter ce qu'on fait. Si, comme j'ai pu voir, voilà, on fait des posts, écrits ou si on à l'oral, quand on parle de son activité, on met en avant que, ah oui, telle personne en une séance, son problème était réglé, voilà. Bah, là, on met en avant des éléments qui vont attirer à nous des gens qui sont en recherche d'une séance magique, du coup. C'est ce qu'on met en avant et on dit que ça fonctionne comme ça avec nous. Donc voilà, si pour nous c'est OK d'avoir des gens qui viennent avec cette attente-là, pas de problème. Mais si on n'est pas OK avec, ces personnes qui nous viennent, ben, alors du coup, ça va vouloir dire que, il va être intéressant pour nous de reclarifier notre positionnement, conscientiser les outils qu'on utilise, mesurer à quel point on est dans une démarche plus globale pour ensuite que dans notre communication, ça transpire. Parce que la communication, elle découle du positionnement, de comment on voit ce qu'on fait, notre démarche. Et c'est tout un travail, du coup, de s'entraîner à expliquer ce qu'on fait, ce qu'on propose. Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce que je vous ai dit là? Peut prendre la parole? Oui, Je oui, sais oui, Jean-Louis. je sais pas comment on fait pour faire un appel, peu importe. Vous avez ouvert beaucoup de pistes effectivement, des pistes, à la fois sur la comment se faire connaître, la communication et puis le travail proprement dit. Moi, je pense que tout ce que vous avez évoqué, ça se présente en présentant le cadre du travail, le cadre de la séance. Moi, je passe beaucoup de temps, enfin beaucoup de temps à la demande évidemment, et puis quand je ressens qu'il y en a besoin, pour présenter ce qu'on fait. Et moi, j'aime bien, pour éviter justement que les personnes pensent que c'est soit une séance un peu magique d'une séance et qu'on va parce qu'elle a entendu des choses, j'ai arrêté de fumer à une séance, etc. On voit beaucoup de choses comme ça. Donc moi, je suis clair d'entrée et je dis en général, moi je travaille en principe sur 3 séances. Donc je prépare déjà le client à ce qu'il y ait pas de miracle. Après, c'est à affiner. Après, on voit. Mais pour moi, tout ça, ça se prépare dans le cadre, dans la présentation du cadre. Hein, ce qui me paraît le plus important, moi, c'est la communication, en fait. Parce que tout découle de ce que les gens attendent de nous, pourquoi ils viennent nous voir, comme vous avez posé la question, pourquoi ils nous choisissent, etc. C'est là que c'est le plus difficile, me semble-t-il. Et moi, j'ai pas de recette miracle là-dedans, hein. Moi, je fais des posts, j'envoie des messages, mais c'est compliqué, quoi. La communication pour se faire connaître. Et j'ai pris depuis quelque temps, j'ai pris la décision, enfin, j'ai pris une façon de faire, c'est de euh, proposer ce dans quoi je suis le plus à l'aise. La psychotraumatologie ou les émotions fortes, voilà, ce genre de choses. Complètement. Merci beaucoup. Oui, effectivement, le cadre, hein, on en parlait tout à l'heure. Bah oui, c'est là qu'on peut vraiment poser les choses. On peut aussi, dès la prise de rendez-vous, hein, expliquer, notre manière de travailler avant même que la personne ne vienne et puis, s'étendre un peu plus après. Et effectivement, certains d'entre nous, travaillent, enfin, posent déjà qu'ils vont travailler sur un nombre de séances minimum. Jean-Louis, toi, c'est 3. Je connais des personnes, c'est 5. Enfin voilà, déjà, les gens, ils savent qu'ils partent pour un minimum de temps de séance. Et puis, ben, sur la communication, oui, effectivement. Et du coup, je vais laisser la parole à Vincent et on reviendra sur ce que tu disais, Jean-Louis, tu disais que tu communiquais sur ce que tu aimes faire
psychotrauma, etc., etc. Et on va en reparler après. Ok, Vincent. Oui, donc moi également, quand les personnes prennent rendez-vous, que ce soit par téléphone ou par Messenger, peu importe, je leur précise, ben, alors humoristiquement, s'ils veulent un miracle en une date, on peut aller ensemble à Lourdes, voilà. Mais généralement, ce que je leur propose, c'est je bloque, je leur dis toujours, je mets 4 dates en option. Ça ne nous tient à rien. Si après la deuxième séance, la personne dit, bah, tout compte fait, je me sens bien, aucun problème, on arrête et je suis toujours à leur disposition par la suite si elles veulent un petit coup de boost. Mais au moins, les 4 semaines sont bloquées. Et je leur explique ça, elles comprennent très bien que si après 2 semaines, elles voudraient, tiens, une troisième séance me ferait du bien, et que je ne puisse pas leur dire, bah, ok, mais c'est dans 4 mois, par exemple. Donc voilà, je cadre bien ça dès le départ, et ça passe vraiment très bien vis-à-vis des personnes. Mm. Et oui, et on en a parlé, je sais plus Estelle si on en a parlé dans Intuition ou si oui, on parlait avec les filles. Alors, bah là, ce que tu fais, c'est encore plus, ça va encore plus loin, c'est-à-dire que tu poses enfin, 4 séances, voilà. Et ce que je disais aux filles, c'était que, en tout cas, quand à la fin de la séance, je leur conseillais de reposer le prochain rendez-vous tout de suite, effectivement. Parce qu'une fois que la personne repart, c'est beaucoup plus difficile de se remobiliser. Et après, par rapport à ce que tu fais, Vincent, oui, ce qui est super, c'est que ça laisse la possibilité à la personne d'annuler, comme tu dis, si elle en a pas besoin. Mais en tout cas, il y a quelque chose aussi qui, euh, dans le concret, dans l'agenda, mais qui a ouvert quelque chose, mais qui ouvre aussi dans l'esprit. C'est-à-dire la personne, elle est prête pour ces 4 séances, c'est déjà posé. Ok, Ouais, merci. et Non. pardon, je crois que quelque part, la personne se sent en sécurité dans le sens en se disant, bah, si après 2 séances, ça va, pas de souci, on peut arrêter, je dois rien. Et si par contre j'ai besoin d'une séance, troisième ou quatrième séance, mais mes dates sont bloquées, je sais que je vais continuer à être pris en main, je vais pas être parachuté à 2 ou 3 mois. Donc, c'est un cadre qui peut être rassurant pour le ou la patiente. Complètement. Jean-Pierre. Oui, c'est une question pour Vincent. Avec quel créneau, quel espacement entre rendez-vous pour fixer 4 dates d'un coup? Alors, généralement, pardon, je laisse pas plus d'une semaine entre les dates. Et si par exemple je vois que c'est une personne, enfin, ou le problème, où ça serait bien de laisser 15 jours pour laisser faire les choses, à ce moment-là, je leur dis, bah écoutez, moi dans mon agenda de manière fictive, et les personnes ne sont pas au courant, je mets des petits créneaux en plus, au cas où j'ai besoin d'un créneau de secours. Et donc là, je dis à la personne, bah, la semaine prochaine, on va laisser passer, mais je vous ai trouvé une date la semaine d'après, on laisse sur 15 jours. Et je trouve que la personne se sent vraiment en sécurité et ouais, se sent bien. Mhm. Mais généralement, voilà, Oui. c'est une par semaine. Ok. Et quand ça se fait de cette façon-là, une semaine entre chaque, je me permets de te tutoyer, Ouais, sans problème. tu, euh, euh, tu trouves que le travail est suffisant entre chaque séance? Et j'arrive rarement sur quatre séances. Généralement, la plupart du temps, 3 séances. Ça dépend le problème, bien évidemment, mais les problèmes, je veux dire, qui reviennent souvent, que ce soit le deuil, la tristesse, le stress, etc. Après 3 séances, les personnes me disent, bah, tout compte fait, j'ai pas besoin de la quatrième pour l'instant, mais elles savent qu'en cas de coup dur, bah, je suis là, je suis dispo, elles peuvent me rappeler. Mais voilà, je- et pour l'instant, je touche du singe. Ça fonctionne très bien comme ça. Tu as fait ça d'emblée ou est-ce que tu avais expérimenté d'autres façons de poser les rendez-vous? Alors, dès le départ, bah, comme j'ai ouvert mon cabinet le 15 juillet, donc l'année dernière, c'est tout récent. Mm. Et je trouvais que je pataugeais un peu parce que les gens voulaient une séance de plus. Et je dis, ça va pas. Donc, j'ai dit, tiens, pourquoi pas d'office faire ce système-là. Je l'ai expérimenté et je m'en trouve très bien. Et au moins, mon agenda se complète de manière correcte. J'ai pas de trous et tout se goupille très bien. Je trouve ça intéressant comme façon de faire. Oui, le tout, c'est que je pense que quand on est aligné, hein, ça revient toujours à ça. Si nous, ça nous convient, bah, les gens qui vont venir à nous, ça va leur convenir aussi. Et puis ceux à qui ça conviendra pas, bah, on part du principe qu'ils ne travailleront pas avec nous. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je repose le rendez-vous à la fin de la séance et que c'est selon les problématiques et ce qui est amené. C'est-à-dire que j'ai des gens là qui sont venus une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours parce que ça s'y prêtait. Et il y en a d'autres, c'est une fois par mois. Mais parce que c'est aussi eux qui choisissent. C'est-à-dire que c'est financier ou qu'ils ont besoin d'avoir du temps après la séance pour voir ce que ça donne dans leur vie.
voilà, on est en suivi, mais une fois par mois. Ça dépend des gens. Mais pour l'instant, j'ai pas obligé à une fréquence. C'est ouvert selon ce qui se présente pour la personne et ses besoins. Mais voilà, encore une fois, à chacun de trouver ce qui lui semble juste, quoi. Quand on arrive à un rendez-vous où on sent que, ah, bah là, je dis, bah, est-ce que vous avez besoin qu'on repose un rendez-vous? Comment vous vous sentez? Et là, alors il y a des fois où je dis plutôt, bah, la prochaine fois, on pourra, voilà, ce qui en fait induit que j'imagine qu'il y aura un autre rendez-vous. Mais parfois, euh, si je sens que là, on arrive peut-être à la fin, ben, je vais dire ça comme ça. Est-ce que vous avez besoin, etc. La personne dit, oh, ben, pas forcément, ou je sais pas trop. Alors, du coup, on laisse en l'état. Je dis, ben, en cas de besoin, vous pouvez me recontacter. Voilà. Tu voulais réintervenir, Vincent, ou c'était de tout à l'heure? Une petite chose, dans certains cas, c'est très très rare où je sens que la personne se dit bah, quand même 4 semaines, il me dit ça, mais je suis sûr si j'annule, il va me faire payer, etc. Je leur dis bah, alors écoutez, aucun souci, on garde la date, vous souhaitez une séance, et à la fin de la séance, on verra alors si vous en souhaitez une deuxième, mais en sachant que je ne sais pas vous promettre que ça sera la semaine d'après, mais on peut travailler comme ça. Mm. C'est très rare, mais au moins la personne se sent vraiment rassurée dans tous les sens. Et souvent, après, la personne dit ok, mais alors déjà, on s'est rencontrés de vive voix et de visu. Donc la personne dit bah, je peux peut-être avoir confiance en lui quand même. Bah, ok, on va quand même prendre 3 créneaux supplémentaires et on verra. Et généralement, oui, ça se goupille bien pour l'instant. Oui, ce qui est vraiment important, c'est que la personne, elle se sente OK avec le cadre et ça C'est se ça, ouais. construit aussi ensemble au moment de la séance, quoi. Oui, Jean-Pierre. Oui, parce qu'effectivement, l'autre approche, c'est celle que tu évoques, Fanny, est de proposer en fin de rendez-vous le rendez-vous suivant, ou de laisser, il y a des gens qui font ça, qui laissent la personne libre de revenir vers nous. Moi, c'est quelque chose qui m'interroge par rapport à la liberté qu'on laisse, évidemment, mais en même temps, la notion, on sait aussi que parfois on se laisse aller et que si on n'a pas anticipé une prise de rendez-vous, eh bien la personne, OK, elle a sa liberté de revenir vers nous quand elle le juge sain, mais il y a aussi des impulsions qui parfois passent et puis finalement, elle aura peut-être fait une séance pour rien si, si elle ne, si dans sa liberté, qui est évidemment respectable, si elle ne s'oblige pas un peu à s'impliquer dans son accompagnement. Et autant on peut être moteur à un moment parce qu'on est décidé à s'engager, autant on peut se laisser aller, qui ne le fait pas, parce que finalement, ben, on n'a pas fixé d'autres dates. Mais ça pose question, justement, autant le faire en une seule fois, effectivement, j'aime bien la façon de faire de Vincent, parce qu'on a toujours peur d'être lourd à la fin du rendez-vous. À chaque fois, bon, mais la prochaine fois. Donc, et donc, oui, et quand est-ce qu'on définit qu'on est un peu, qu'on est pressant à chaque fois ou qu'on laisse la liberté? Mm. Bah, alors, comme tu dis, pour avoir testé un peu au début le je laisse faire, ben, les gens, ils t'appellent, vous auriez un rendez-vous la semaine prochaine? La semaine prochaine, dans 3 jours, là? Ah bah non, parce que les gens, ils s'imaginent pas ce que ça peut être de gérer notre agenda. Donc, du coup, voilà. Après, si tu fais une thérapie avec un psy, en général, tu y vas une fois par semaine ou 2 fois par mois et tu as un créneau, un jour déterminé. Ça se passe souvent comme ça. Quand on fait une thérapie sur des années, le psy ne nous dit pas, bah, vous me rappelez, hein. C'est vraiment quelque chose de suivi. Donc, on sait déjà que ça va être à tel moment, tel créneau. Donc oui, on peut faire comme Vincent en bah, déjà définissant des dates. Après, comme il disait à la personne qu'elle pouvait annuler si elle le voulait. Donc, elle garde la main, elle garde la main là-dessus, et ça la renvoie à comment elle ressent son besoin. Est-ce qu'elle sait quand elle a besoin, pas besoin, voilà. Vincent. Ma dernière chose, et ça permet aussi de casser pour les gens, tu parles de thérapie sur une longue durée, mais les gens, enfin, en ce qui concerne mes patients, ne connaissent pas du tout l'hypnose, donc je crois qu'ils ont encore en tête que c'est le monsieur qu'on va aller voir en une fois, et tous les problèmes sont partis. Et comme ça, au moins dès le départ, ils ont déjà en tête que ça sera pas en une fois, ça va être plusieurs fois. Donc ça amorce aussi déjà un peu le travail. Et pour la personne, ça peut être important de savoir que c'est pas ce coup de baguette magique qui va tout résoudre en 45 minutes.
Ok. On va partir un peu sur la communication. Par rapport à ce que disait Jean-Louis tout à l'heure. Alors, de ce que j'ai pu voir, il y a beaucoup de posts sur l'hypnose, ce qu'est l'hypnose, comment ça fonctionne, ce qu'elle n'est pas aussi pour démystifier. Et c'est super parce que du coup, les gens, Vincent, tu disais, il y en a, ils savent pas du tout ce que c'est, donc ça leur permet de savoir ce qu'est l'hypnose. Mais ce qui me semble intéressant, ça va être, si on fait des posts spécifiques sur la technique, de les doubler avec des éléments où la personne puisse se reconnaître dans ce qu'elle vit et puisse comprendre en quoi cette technique va, elle, dans ce qu'elle vit, pouvoir l'aider. Qu'est-ce que ça va lui apporter? Quelle est la valeur, en fait? Et là, en fait, c'est ça qui va faire que les gens vont se dire, ah ouais, tiens, ça pourrait être pas mal pour moi. Je pourrais peut-être contacter cette personne. Et ce que tu disais, Jean-Louis, tout à l'heure, de ce qui sont tes domaines à toi de prédilection, effectivement, si on communique sur des domaines qu'on va avoir choisis, où on se dit, moi, je me sens l'envie et la capacité, on va dire, d'accompagner des gens qui sont hypersensibles, par exemple, ça facilite énormément la tâche. Parce que du coup, on va pouvoir s'adresser à ces personnes, on va parler d'hypersensibilité, on va parler des émotions, et ces personnes vont se reconnaître parce qu'on s'adresse à elles. D'où ce conseil marketing, on va dire, qui est de définir quand même une forme de cible. Elle peut être très très large, mais effectivement, ça peut nous aider à clarifier ce qu'on dit. Et alors, le top du top, c'est d'avoir carrément les fameux programmes où là, on dit quel est ce qu'on propose, qu'est-ce que le programme va apporter à la personne. Et ça, la personne, ça résonne, si elle est concernée, ça peut résonner très fort, ça va lui donner envie d'y aller. Ça facilite, c'est vraiment des facilitateurs de communication. Parce que du coup, on a plus clair ce qu'on peut exprimer. Ça nous permet d'être plus précis parce que sinon, on va rester très vague et général. Mais on peut aussi, par exemple, moi je crois que sur ma fiche Google, j'ai dû mettre ça parce que la présentation sur la fiche Google, on est limité en termes de caractères, donc on peut pas dire grand-chose. Je crois que j'avais dû mettre quelque chose du genre j'accompagne les personnes à dépasser les freins et les blocages, je sais plus, quelque chose comme ça. C'était hyper général. Mais disons que si j'ai quelque chose qui va pas dans ma vie, je peux me sentir concernée. Un frein, un blocage, quelque chose qui grippe, ça peut faire écho. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller ultra cibler à qui on s'adresse, mais ça peut être, apprendre à mieux traverser ses émotions. Ça peut être ça, ce qui nous paraît indiqué pour nous. Ça reste quand même vaste. Mais on saura sur quoi communiquer. Et alors, on pourra parler d'hypnose éventuellement, effectivement, et surtout pour faire passer ce que pour nous, pourquoi pour nous, l'hypnose est un super outil pour, pour aider à apprendre à traverser ses émotions. Pourquoi cet outil-là? Qu'est-ce qu'il apporte? Et je ne sais pas où vous en êtes, vous, en termes de communication. Quand je dis communication, je parle de poste, hein, mais je parle aussi de juste, je discute avec quelqu'un qui me demande alors, tu fais de l'hypnose? Ah, Mesmer, combien de fois? Oh. Et bon, voilà, vous pouvez être amené dans plein de situations, oralement, avec des personnes que vous côtoyez, à parler de ce que vous faites. Donc, c'est ça aussi la communication. Est-ce que certains ont, Jean-Louis disait, voilà, il a des domaines de prédilection. Est-ce que c'est le cas pour vous? Alors certains pas encore, parce que c'est pareil, ça, c'est pas en tout début d'activité
que ça va se préciser, c'est tout à fait normal. Ça se construit avec le temps, ça. C'est assez rare, en fait, tout de suite, là, non, il y a un temps de test à poser. Vincent. Ouais, bah, alors, je me sens bien à l'aise dans le deuil, voilà, que ce soit humain mais j'ai plus de deuil pour animaux que pour les humains. Oui, mais autrement, communication, bah, la page Facebook, pas mal quand même, mon site internet, mais la page Facebook, je trouve ça me ramène beaucoup. Ok. Et de questions et de patients. J'ai essayé de faire des posts, comme tu dis, qui peut interpeller la personne. Si la personne lit le post en se disant, ben tiens, ça c'est vrai que ben ouais, j'ai ce problème-là, c'est moi, et ça peut être résolu par l'hypnose ou aidé avec l'hypnose en bon, et donc la personne me contacte. Ouais. Énormément de retours via la page Facebook. Ok. Oui, c'est Jean-Louis. Pour la page Facebook, oui, effectivement, il y a pas mal de retours. Mon souci, c'est à quelle fréquence faut-il? Est-ce que c'est équitable de communiquer? Parce que moi, j'ai une petite appréhension de saouler les gens si j'en fais une par semaine, par exemple. J'ai jamais eu de reproches là-dessus, pas de moquerie, mais alors j'arrive pas à trouver le rythme euh, qui me paraît être convenable. Donc je sais pas. J'avoue que petit, c'est un peu au hasard. Je vais te dire ce que j'ai appris dans mes formations marketing. Donc, dans mes formations marketing, le message, c'est tous les jours, faut poster, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bon, ok. Donc moi, j'avais énormément de résistance, mais pour des raisons profondes, je pense. Bah voilà, ça peut faire peur à une partie de nous de venir s'exposer. Vous voyez, j'ai choisi ce mot-là sur les réseaux. Et du coup, la question de la fréquence, je me la suis posée aussi parce que j'avais donc ces injonctions pour se faire connaître, faut être ultra présent tout le temps, voilà. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai commencé à publier un peu plus ou à être un peu plus là-dedans, en fait, je me suis dit, mais ce n'est pas tenable. Je ne pouvais plus tenir. C'est-à-dire que moi, publier tous les jours, juste, j'ai l'impression de faire que ça de ma vie. Et mon travail, c'est pas ça. Mon travail, c'est d'avoir des consultants et de faire des formations. Et donc, je me disais, mais enfin, moi, en fait, j'ai senti que la fréquence de tous les jours, bah, elle n'est pas la mienne. Donc, en fait, je suis redescendue à une fois par semaine pour des questions d'équilibre perso. Et en fait, je sais que mes coachs, voilà, me diraient, mais tu fais pas ce qu'on te dit, donc te plains pas d'eux. Mais moi, je suis convaincue que on ne peut pas faire de belles choses, on peut pas récolter des beaux fruits si à la base on fait du travail dans une terre qui est pas bonne, quoi. Et moi, j'ai envie d'être bien avec ce que je fais. Donc oui, il y a des gens qui publient tous les jours. Et voilà, ils sont à l'aise avec ça et c'est très bien. Et d'autres qui le font moins. Après, la question de saouler les gens, moi, ce qu'on m'avait répondu à ça, parce que c'est des choses que j'ai pu dire aussi, c'est, mais les gens que tu vas saouler, il y en aura un. Ils vont quitter ton groupe Facebook, ils vont pas liker tes posts, ils vont ne plus être amis avec toi, ne plus être dans tes relations, ils vont s'en aller en fait, tout simplement. Par contre, les personnes qu'on pourrait aider ou où il pourrait se passer un truc avec nous, si on n'est jamais visible, eh ben, ne peuvent pas savoir qu'on existe. Donc voilà, sur les réseaux sociaux, c'est pas comme quand on va sonner chez le voisin, quoi. Tous les jours, ding dong, jusqu'à ce qu'il nous ouvre. En fait, on publie, mais il y a aussi des moyens. Enfin, je sais pas, quand vous êtes sur Facebook, est-ce que vous n'avez pas, vous, j'espère que je suis pas la seule, plein de conneries qui vous assaillent, de pubs en tout genre, même des pubs dans des domaines qui vous intéressent, mais vous n'avez pas envie de voir ça. Et pour autant, je mets pas des commentaires assassins, juste je passe ma route, en fait. Donc voilà, les gens qui vont en avoir marre, ils vont s'en aller gentiment. Et ce que ça va permettre, c'est de faire un peu du tri autour de nous pour garder ceux avec qui potentiellement
on veut travailler. Mais moi, les gens qui publient tous les jours, c'est aussi pour ça que je veux pas le faire, c'est que je peux pas faire quelque chose qui me correspond pas. Et moi, ceux qui publient tous les jours, je les lâche en fait. Parce qu'il y a tellement trop que j'écoute même plus, je ne lis même plus. C'est trop tout le temps. J'ai pas l'idée de dire ah tiens, il a publié un truc là, faut pas que je rate ça parce que ça arrive de temps en temps. Non, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, je suis pas fan. Voilà, mais c'est pas pour autant que je développe de la haine ou du rejet d'eux ou voilà, c'est juste que du coup, je m'intéresse plus aux gens qui font ça. C'est-à-dire, au début, j'ai pu être intéressée parce que j'ai vu passer quelque chose qui m'a interpellée. Je m'inscris pour avoir, vous savez, les newsletters avec les documents, les nanana. Et puis, quand je vois que j'ai un mail tous les jours, euh, et puis après, tous les jours sur les réseaux, ben, j'arrête en fait, parce que c'est trop pour moi. Françoise. Alors, moi, je vais rebondir sur la question des réseaux parce que comme je n'exerce que depuis très peu de temps, mon compte Facebook ne me permet même pas encore de publier. Ça va pas tarder, mais bon. Et oui, il a moins de 3 mois et demi. 3 mois, pardon. Donc, sur tous les groupes publics, je ne peux pas publier à moins de 3 mois. Je peux juste commenter. Ah bon? Voilà. Mais c'est pas grave parce que comme ça me permet d'observer, c'est très intéressant. Et ça me permet de voir ce que j'ai pas envie de faire, c'est-à-dire publier tous les jours. Et en fait, j'ai décidé que quand j'allais pouvoir publier, j'allais publier seulement euh, quand ça me paraît cohérent pour moi. C'est-à-dire que je ne me demanderai pas si je dois le faire toutes les semaines, si je l'ai fait ou si je ne l'ai pas fait. En fait, si j'ai rien à dire, je ne vais pas aller publier pour ne rien dire, au sens propre, hein, comme figuré du reste. Voilà, parce que moi aussi, voir arriver bah, toutes ces informations, mais on explose, quoi. C'est de la surinformation, on ne la lit plus. Par contre, je commence à me rendre compte que bah, les avis Google, ça peut rendre service. Voilà, parce que là, pour l'instant, quand on me trouve, c'est là-dessus. Et puis, c'est sur ce que je fais de plus spécifique à l'hypnose, par rapport à l'hypnose, puisque moi, j'en fais très peu, en fait, de l'hypnose. Et ça m'amène à la deuxième chose que je voulais dire, c'est-à-dire que même si ça fait très peu de temps que je suis installée, en fait, je me rends compte que les personnes qui viennent, elles viennent pour des questions d'attachement. Et je ne l'ai pas fait figurer tel quel sur mon site, mais en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est le cœur de ce que je veux faire, travailler sur l'attachement, le psychotrauma. C'est vrai que ce n'est pas tellement en hypnose que je le fais, hein, c'est en EFT, en Matrix, même si Matrix utilise l'hypnose. Mais en fait, c'est là-dessus que je travaille. Et c'est là-dessus que les gens viennent. En fait, ils viennent pas au départ avec cette problématique, mais il suffit qu'on ait gratté une séance et on tombe sur des problématiques qui sont des problématiques d'abandon, enfin, pas d'abandon, mais d'attachement, quelquefois d'abandon, quelquefois de rejet ou autre. Voilà. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a aussi un petit peu des choses qui se font sans être écrites, par exemple, sur mon site, sans être écrites sur comment dire, ma fiche établissement Google, parce que bon, je l'ai faite il y a 3 mois et en fait, je ne la ferai pas pareil aujourd'hui. Quand je vais la reprendre, elle sera différente. Complètement. Oui, bah là, on a des preuves. Les praticiens ont les preuves de la vibration, Mhm. de ce qui passe au-delà, voilà, de ce qu'on peut écrire, effectivement. Après, est-ce qu'il y a besoin de préciser? Pas forcément, simplement, si toi, tu aimes travailler comme ça, que ça te paraît OK, bah, c'est vrai que si ta communication dans tes posts, bah, tu évoques ces problèmes-là, c'est ce qui va peut-être permettre de pérenniser aussi ton activité. Oui, Ah, tout à à fait. voir. C'est pour ça que bon, j'ai plutôt dans l'idée des postes pédagogiques avec beaucoup de guillemets. Mais par exemple, quand on parle de psychotrauma, tout le monde imagine, je ne sais pas moi, un attentat, un accident. Et en fait, non, ça peut être des toutes petites choses, ce qui fait que ça nous concerne tous, quoi. Donc, Voilà. définir les mots et ce qui se cache derrière, ça fait partie, à mon sens, de la communication au moins autant que de dire ce qu'on fait. Oui, oui. Ah bah oui, oui, complètement. Mais pour moi, c'est ce que tu fais, quelque part. Mhm. Enfin, puisque tu travailles sur le psychotrauma, quand il y a quelqu'un qui est avec toi, bah, peut-être que tu expliques aussi des choses. C'est la transmission, la pédagogie. Effectivement, il y a des personnes qui vont te lire, qui vont se dire, ah, bah, en fait, je suis concernée, je savais même pas. C'est-à-dire,
il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce que c'est que ces problèmes d'attachement et qui vont se rendre compte à la lecture que c'est peut-être ça en fait qui se passe pour elle. Donc oui, effectivement, voilà comment on peut communiquer. Et vous voyez que dans ce que décrit Françoise, bah là, il s'agit pas de dire alors l'hypnose, nana, vous voyez le truc, c'est complètement différent. C'est-à-dire voilà quelle problématique. Enfin, j'aborde ce sujet, voilà ce qui se passe. Et tout en bas, éventuellement, j'utilise plusieurs outils, gna gna gna, si vous voulez. Mais on va au-delà de l'outil, là. Jean-Pierre, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, j'ai plein de choses. Mais la notion de communication, elle est quand même essentielle. On peut dire par rapport au fait de craindre de saouler les gens. Déjà, on peut se rassurer sur le fait qu'il y a des algorithmes sur Facebook. Je crois aussi beaucoup à l'importance de Facebook. Et les gens qu'on n'intéresse pas ne vont pas voir tant que ça nos publications. S'ils les lisent pas, s'ils les likent pas, ben, c'est ni notre cible de choix, ni un problème finalement à les saouler, puisqu'on n'est pas à même de les accompagner, puisque ce qu'on dit ne leur parle pas. Par contre, les algorithmes de Facebook, ils ne peuvent pas privilégier des publications qu'on ne fait pas. Donc, on est quand même un peu tenu de s'exprimer, mais effectivement, à la fréquence qui nous parle. Il y a l'expression loin des yeux, loin du cœur. Ben, si on ne publie que très rarement, ben, les gens pensent peu à nous. Il faut tenir compte aussi du fait que, alors il y a des aspects vibratoires qui sont, je suis d'accord, essentiels, mais qui demandent aussi à se rappeler un peu à la personne. C'est un petit peu comme ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait de faire d'attendre que le client, enfin, le consultant, pardon, enfin, peu importe, pense à nous pour nous rappeler et reprendre rendez-vous, eh ben, on se laisse aller et donc il faut assurer une présence et il faut tenir compte du fait qu'on ne va pas pouvoir changer sa vibration du tout au tout. Il faut à la fois, par rapport à la vibration, ne pas rester coltiné dans la peur, parce que si j'ai peur de publier, ben, finalement, je vibre ça, peur de pas être légitime, ben, vibratoirement en face, c'est ressenti. Donc, je ne vais pas pouvoir m'astreindre à publier tous les jours parce que si jamais je le fais, de toute façon, je vais vibrer ça aussi et ça se ressent. Je connais des personnes aussi, effectivement, qui s'astreignent à publier tous les jours et elles le font avec une contrainte. Et cette contrainte, elle est ressentie. Alors, est-ce que c'est vibratoirement ou est-ce que c'est dans l'attrait parce qu'il n'y a pas la même passion qui se dégage de ce qu'on écrit. Je crois beaucoup parce que je crois beaucoup effectivement à une façon de communiquer plus énergétique, je dirais. J'écoute des gens, je vous recommande, si vous avez l'occasion d'écouter un gars qui s'appelle Mehdi Baer, B-A-E-R, qui parle beaucoup de ces aspects vibratoires et qui montre comme le marketing à l'ancienne, enfin, type école de commerce, il est lourd parce qu'il crée beaucoup de contraintes et finalement peu d'attractivité parce qu'il nous conduit à apparaître. L'idéal, c'est d'être qui on est vraiment. Plus on fait les choses avec, avec détente et en mettant du cœur, plus celui qui est notre client idéal va le ressentir, je crois vraiment. Oui, complètement. Après, faut pas, enfin, ce qui est compliqué, c'est que ça, on a beau le savoir, quand on veut s'y mettre, bah, il y a des fois, on sent qu'on est quand même avec de la peur parce que c'est par palier. Donc, je dépasse, je dépasse, je dépasse. Mais quand je commence, quand je me mets là-dedans, bah, c'est un petit peu normal de passer par ces phases-là, qu'on dépasse au fur et à mesure. Mais si on attend d'avoir guéri sa vibration ou d'avoir guéri ses blessures et ses soucis avant de se mettre à publier, on peut ne jamais le faire. Bah, C'est tout l'enjeu. Et voilà, il faut oser c'est quand traverser même. ses peurs sans attendre de soi quelque chose dont on n'est pas capable. On ne monte pas en haut de l'escalier en une seule marche, quoi. Oui, exactement, c'est ça.
C'est-à-dire qu'on peut faire des choses qui sont… voilà, au début, on n'est pas à 100% dans le truc. Bah, c'est pas grave. C'est pas pour ça qu'on va s'empêcher de publier. Parce que même si on sait que ah là, je suis pas dans un état d'esprit à 100% positif ou dans l'ouverture, mais parce que c'est en faisant qu'on va pouvoir faire grandir tout ça. Excuse-moi, je profite juste que j'ai la parole pour poser une question aux autres participants. Moi, la question que je me pose, c'est le site Internet, parce qu'en l'occurrence, je ne suis pas encore prêt pour faire mon site et ça m'interroge sur l'importance que chacun a pu constater s'il a un site, de l'attractivité du site ou de l'importance considérée pour le site. Alors, en ce qui me concerne, les gens me contactent souvent sur Facebook, mais bizarrement, ils sont d'abord passés par le site. Et puis, plutôt que m'écrire directement via le site, ils m'écrivent via Messenger sur Facebook, sur ma page. Et par contre, l'avis, ils viennent laisser l'avis sur le site. Donc, je trouve que, en ce qui me concerne, les deux se goupillent très, très bien. Et comment les gens arrivent sur ton site? Généralement, c'est via les recherches Google. Ouais. Et comme, alors, j'habite dans un petit bled en Belgique, je crois qu'on est 2 hypnothérapeutes, donc je pense que les personnes mettent soit hypnose avec le Belgique ou hypnose le nom de la ville. Ben, on est 2, quoi. Donc, et de ce fait-là, Google le site, et puis le site, la page. Si au départ, pour démarrer, vous pouvez largement faire avec une fiche Google. On a la possibilité de mettre des produits, éditer produits. Vous pouvez mettre à la séance, vous pouvez mettre une sorte de mini-programme avec plusieurs séances, vous pouvez décrire. Là, vous pouvez faire une petite description générale de votre activité et après, dans les produits, mettre des choses plus particulières. Ça peut déjà être un, une bonne manière de démarrer. Et À propos, après, petit à petit, on va au site, quoi. Mais c'est vrai que pour le début, à propos du site Google, je pense qu'il va y avoir ça va disparaître ou ça va être complètement revu. J'avais lu quelque part, enfin, j'avais eu un avertissement de Google justement là-dessus. et il disait quoi? Bah, et que le site, de mémoire, ça allait quasiment plus être possible quoi, d'avoir un site tel qu'il est actuellement. Bon, j'en sais pas plus. D'accord, bon, au revoir. Bon, personnellement, Parce- personnellement, j'ai essayé de résoudre à mon niveau le problème de la communication pour pas passer beaucoup de temps à phosphorer sur le message, etc., pour pas que ce soit trop long, etc. Donc, depuis quelque temps, je fais je prépare comment dire, des messages sur Canva qui permettent d'avoir un message très court euh, et de rappeler, puisque j'ai un code couleur maintenant, avec un dessin qui revient tout le temps, pour dire voilà, j'existe, je suis là. Et puis en général, je mets une phrase euh, euh, qui a trait évidemment à la psychologie, et une citation, et puis deux, trois mots, parce que c'est très court en fait. On ne peut pas mettre beaucoup de choses si on veut être visible. Mais bon, j'essaye de faire ça, de dire, voilà, de répéter, en tout cas, mon visage, et puis le code couleur et mon nom, et puis trois mots, hypnose, aide, accompagnement, voilà, ça revient tout le temps, quoi. Ok, oui. Oui, c'est vrai que cette histoire de code couleur, bah, ça nous identifie. Hein, effectivement, ça fait des petits rappels, voilà. Parce que effectivement, le site internet, c'est une chose, mais moi, j'ai connu des gens qui avaient des sites internet, mais ils avaient 0 visite sur leur site internet. Donc, je veux dire, le but, c'est voilà, le site internet, l'idée, c'est qu'il soit visité. Alors, quand on a une fiche Google, on peut renvoyer au site, effectivement. Donc, les personnes là, hop, elles peuvent, mais sinon, ça veut dire que euh, si on n'utilise pas la fiche Google pour ramener les gens sur notre site, alors il faut être dans le référencement. Et ça, c'est autre chose. Eh ben oui, parce qu'un site internet,
Si vous n'avez pas fait ce qu'il faut pour être référencé, on va être en 10e page. Personne ne nous trouvera jamais. Donc ça, après, une fois qu'on en a conscience, c'est très bien. Si on veut faire un site vitrine que les gens consultent à partir de Google parce qu'on estime que la fiche Google, c'est pas suffisant, bah dans ce cas-là, OK. Mais si on fait un site pour que les gens nous trouvent comme ça sur le site, il faut quand même savoir que du coup, il faut se lancer dans le référencement. Des mots-clés, des articles, enfin, tout ce qu'il faut pour que les gens tombent sur nous. Après, ce qu'on dit, on part du principe, là, dans ce qu'on est en train de dire, que le seul moyen de se faire connaître et d'avoir des clients, c'est les réseaux sociaux, et c'est pas vrai. Il y a aussi plein de gens qui ne sont pas sur les réseaux et qui ont développé leur clientèle en local, autour de chez eux, avec des partenariats avec d'autres personnes en local, en créant des ateliers dans des structures, etc., etc., etc. Parce qu'on se dit, beaucoup me disent, oui, c'est obligé aujourd'hui, c'est un passage obligé, on est obligé d'être sur les réseaux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais par contre, bah, on publie pas sur les réseaux, mais ça veut pas dire qu'on reste chez soi à attendre qu'on vienne frapper à la porte, parce que c'est pareil. Il va falloir qu'on se mobilise et qu'on aille faire le nécessaire pour pour se faire connaître dans là où on est. Ok, Françoise, merci pour ta participation. Alors du coup, vous voyez, outils techniques, tout dépend de comment on veut travailler. Est-ce qu'on veut être un accompagnant de manière plus globale, et auquel cas, si on ne parle que de l'hypnose, que de l'hypnose, que de l'hypnose, on réduit notre accompagnement qu'à l'hypnose. Donc, à nous de voir comment on veut travailler. On sait aussi que la technique, c'est pas du tout l'essentiel, et que ce qui joue dans un accompagnement, c'est vraiment ce qui d'un autre ordre, la relation thérapeutique, et puis tout ce que permettent les autres outils aussi. Donc, voilà, ça voudrait dire ramener l'efficacité, je mets des guillemets, de l'accompagnement qu'à l'hypnose. Et moi, je crois pas que ça soit le cas, en fait. Je pense que c'est vraiment un ensemble de choses. Et après, au fur et à mesure de sa pratique, oui, peut-être qu'on va commencer à sentir si on veut s'adresser à certaines personnes en particulier, avec certaines problématiques en particulier, et ce qu'on peut proposer par rapport à ces problématiques. On peut communiquer sur ces problématiques si on sent que c'est OK pour nous. Voilà. On s'arrête là? C'est OK pour vous? OK? Très bien. Écoutez, je vous dis à une prochaine. Je ne sais pas quand sera la prochaine réunion, à voir, à caler, et sur quel thème aussi, on verra ça. Merci pour votre présence. Merci. À Au revoir. bientôt. Au revoir. Bon après-midi.